Alors, cours numéro 5, donc nous avons parlé dans le cours numéro 4 de méiose. Nous avons simplement observé des figures de méiose, nous avons fait une préparation, donc un protocole qui a permis de vous faire manipuler pour que vous voyiez, pour que vous aperceviez des figures de méiose dans l'ail des ours, Allium ursinum. Et là, nous allons essayer de détailler un petit peu plus ce qui se passe au cours de la méiose, qui est une division fondamentale puisqu'elle permet de passer d'une cellule diploïde à des cellules haploïdes. Et c'est ce qui se passe, par exemple, dans les testicules, dans les ovaires. Donc ça permet de former des gamètes haploïdes. Donc à partir de cellules diploïdes, donc on dira que c'est une cellule mère, différentes étapes de la méiose vont aboutir à des cellules haploïdes que seront les gamètes. Donc la méiose, très important, on verra qu'il y a des différences fondamentales avec la mitose qui, elle, est une division cellulaire qui correspond plutôt à une reproduction conforme. Ça veut dire qu'à partir d'une cellule mère qui sera diploïde, on obtiendra deux cellules diploïdes également. Il faudra qu'il y ait eu avant cette mitose, avant le début de la mitose, donc avant le début de la prophase, en fait, qui est l'une des 4 phases de la mitose et de la méiose également. Mais on verra qu'il y a 2 prophases, 2 métaphases, 2 anaphases, 2 télophases dans la méiose, alors que dans la mitose, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une étape, prophase, métaphase, anaphase, télophase. Donc, mitose, vous pensez reproduction conforme, il faut qu'il y ait auparavant une duplication des chromosomes selon une réplication semi-conservative. Méiose. La méiose comporte 2 divisions cellulaires successives. Alors on peut dire, comme point de repère, première division que l'on va dire réductionnelle et deuxième division que l'on va dire équationnelle. Pourquoi réductionnelle? Parce qu'on verra que les chromosomes homologues au cours de l'anaphase numéro 1 vont se séparer. Bon. Et pourquoi réductionnelle? Parce que ces chromosomes homologues qui vont se séparer possèdent tout de même 2 chromatides. Chaque chromosome possède 2 chromatides. Et au cours de l'anaphase numéro 2, eh bien, chaque chromosome va séparer ses chromatides. C'est pour ça que l'on parle d'équationnelle réductionnelle pour la première division de méiose et équationnelle pour la deuxième. Donc, quels phénomènes vont se dérouler au cours de la méiose et qui vont permettre de préciser le passage à l'état haploïde, donc d'une cellule diploïde à l'état de cellule haploïde. Commençons déjà par observer des chromosomes en fin de prophase, de première division de méiose, avant d'expliquer tout le détail de ces différentes étapes. Pourquoi? Parce que cette prophase est très importante. Il y a un rôle déterminant de la prophase numéro 1, donc prophase de première division de méiose. Donc vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Et dans d'autres cours, lorsque vous parlerez d'échanges chromatiques entre chromosomes, vous allez voir que c'est fondamental et ça permet de comprendre un grand nombre de choses. Bon. Les chromosomes à la fin de la prophase de première division de méiose, alors on a 2 figures, une figure chez une plante, une figure sur un criquet. Donc on va commencer par l'étamine d'ail, où 2n égale 14. Alors on voit des figures que l'on va voir également, qui vont se ressembler, dans les testicules de criquet, où 2n égale 22 plus x. Alors à noter que chez le criquet, le mâle possède un seul chromosome sexuel x. Attention, il n'y a pas de chromosome y. Donc, on voit donc des chromosomes qui apparemment sont accolés au niveau de certaines parties. Nous verrons qu'il s'agit là de ce que l'on appelle des chiasmas, c'est-à-dire que des chromosomes homologues vont s'apparier. Ils vont former ce que l'on appelle des bivalents. Et il va pouvoir y avoir des échanges de matériel. Bon. On en reparlera dans d'autres cours, nous en reparlerons tout à l'heure lorsque nous allons détailler les étapes de la méiose. L'appariement des chromosomes homologues, bon,
la prophase de la méiose est plus longue que la prophase de mitose. Pourquoi? Parce que justement ces appariements vont faire en sorte que ça va un petit peu ralentir le mécanisme correspondant à la prophase. Au cours de la prophase de la première division, chaque chromosome s'approche de son homologue par des mécanismes compliqués dont nous ne parlons pas aujourd'hui, et vont s'accoler. Donc ils vont s'accoler entre eux. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a des régions homologues. On parle il y a certaines séries de bases nucléotidiques, en fait, de nucléotides, en fait, qui vont être complémentaires. Donc on peut l'expliquer comme ça. Donc un ensemble de protéines va permettre de lier les deux chromosomes homologues qui seront alignés dans le même sens sur toute leur longueur, et à un moment donné, certaines de ces parties vont se séparer, et les deux chromosomes homologues vont vouloir se séparer, mais quelquefois il va y avoir des échanges de matériel. On en parlera dans d'autres cours, mais là je vous donne simplement l'idée. Donc on a des protéines d'association de ces chromosomes homologues. Ces chromosomes homologues, je répète, lorsqu'ils vont vouloir se séparer, notamment pour entrer en cours d'anaphase et se placer entre autres dans le plan précédemment au cours de la au cours de la métaphase dans le plan équatorial, eh bien vont devoir au cours de la prophase essayer de se séparer quand même. Bon, ce qui sera compliqué, plus ou moins facile pour eux, entre guillemets. Bon, je personnalise un petit peu. Mais donc, ça veut dire que des morceaux vont pouvoir être échangés. Bon. L'évolution de la quantité d'ADN, quant à elle, comme toute division cellulaire, la méiose, elle est précédée d'une interphase. Et au cours de cette interphase, il y aura ce que l'on appelle une phase S, qui correspondra à une phase de duplication, selon un mécanisme de réplication semi-conservatif des chromosomes. Donc, l'ADN va se répliquer. Donc si on observe un graphe quantité d'ADN par cellule en fonction de la quantité en fonction du temps, eh bien on va voir qu'à partir d'une quantité une quantité 1 d'ADN, quantité totale 1, eh bien il va y avoir tout doucement, lentement, régulièrement, un doublement de cet ADN. On passera à une quantité 2N. Et alors, cette cellule mère qui a doublé, donc cette cellule diploïde qui est une cellule mère qui a doublé sa quantité d'ADN, va rester un petit peu, pendant un certain temps, dans un état où il ne se passera rien de spécial. Et puis, la prophase numéro 1 va commencer, puis, on va détailler après, puis la métaphase, et ensuite l'anaphase qui va permettre de réduire par 2 la quantité d'ADN, mais de telle sorte que ce sont les chromosomes homologues qui se séparent. Donc ça veut dire que si on regarde dans chaque cellule fille qui s'est formée, on n'a plus que un chromosome homologue sur 2. Donc on n'a plus 2N chromosomes, mais on n'a plus que N chromosomes sous forme de chromosomes qui ont conservé les deux chromatides. Puis, la prophase numéro 2 va commencer. En fait, la télophase évidemment numéro 1 aussi, mais la prophase numéro 2 ensuite va commencer. Et ensuite, l'anaphase numéro 2, au cours de laquelle les chromatides de chaque chromosome vont se séparer. Classiquement, un petit peu comme ce qui se passait au cours de la mitose. Et puis ensuite, voilà, on aura formé nos cellules haploïdes. Alors, essayons de détailler maintenant, essayons de voir comment la méiose assure le passage de la diploïdie à l'haploïdie à l'aide de figures d'interprétation. Donc, on va présenter de manière schématique l'ensemble de la méiose à partir, par exemple, sur le schéma que j'ai. Donc, il s'agira d'une cellule diploïde où 2N égale 6. Donc il y a 3 paires de chromosomes. Alors, pour simplifier les choses, on peut mettre des couleurs à chaque chromosome. Donc chaque paire de chromosomes aura une couleur spécifique. Alors, par exemple, la paire de chromosomes numéro 1, on peut mettre du rouge. Donc un chromosome homologue sera rouge, l'autre sera, on ne va pas mettre tout à fait rouge, on met un autre rouge, mais les deux sont globalement rouges. Alors pourquoi pas tout à fait la même chose? Parce que
les chromosomes homologues ne sont jamais tout à fait identiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des différentes versions de chaque gène que l'on appelle des allèles font que nos deux chromosomes homologues ne sont jamais identiques à 100%. Et cette différence de couleur nous permet de rappeler cela, en fait. Bon. Alors, ensuite, on peut faire une paire de chromosomes avec une tendance bleue, donc un bleu clair et un bleu foncé, puis un autre, un vert clair et vert foncé. On peut faire varier la longueur des chromatides également. Et puis, donc on est toujours en interphase, mais la prophase numéro 1 va commencer. Donc ça veut dire que nos chromosomes vont s'individualiser. On va bien les voir relativement sur nos figures au cours d'un protocole. Évidemment, ce n'est pas toujours évident de dire ça c'est exactement la prophase, c'est un début de prophase, une fin de prophase. Bon, c'est pas toujours évident. Bon, là, sur un schéma interprétatif, nous avons bien individualisé des chromosomes, donc la cellule est toujours 2N. Tant qu'on n'est pas en fin d'anaphase, on est toujours à 2N chromosomes, mais qui a doublé sa quantité d'ADN. Donc on serait en quelque sorte à 4N. Bon, on va raisonner sur 2N, mais avec pour chaque chromosome 2 chromatides. Bon, ça suffira. Donc, on est en prophase numéro 1, et on s'aperçoit qu'au cours de cette prophase numéro 1, sur un deuxième schéma interprétatif, on avait dit qu'il y avait un assemblement, un appariement des chromosomes homologues, et effectivement, nous voyons qu'il y a bien cet appariement. Donc un chromosome homologue rouge, donc bien rouge, et l'autre un petit peu moins rouge, on voit bien qu'ils sont relativement accolés. Pareil pour la paire de chromosomes en vert, et pareil pour le bleu. Bon, voilà, donc on peut remarquer que le centromère dans cet accolement est situé à peu près au même endroit pour les deux paires de chromosomes. Et puis, il va se passer un phénomène tel que chaque paire de chromosomes va se placer à l'équateur de la cellule. Et alors, on voit bien, au cours de cette métaphase numéro 1, un plan équatorial, et les chromosomes sont bien alignés, sont bien placés, pas alignés, mais placés sur ce plan équatorial. Pensez à une orange que vous coupez en deux, admettons. On a bien, dans le plus grand périmètre, on a bien ce que l'on appelle le plan équatorial. Donc ça forme une petite surface, et bien les chromosomes se placent sur ce plan équatorial. Et puis, il va y avoir séparation des deux chromosomes homologues de chaque paire. Alors attention, c'est là la différence fondamentale avec la mitose, c'est qu'il y a séparation des chromosomes homologues. Autrement dit, à partir de ce plan équatorial en métaphase, on a bien les deux couleurs tendance rouge qui vont se séparer, les deux bleus également, les deux verts également. On est bien en anaphase numéro 1, séparation des deux chromosomes homologues de chaque paire. Puis, ces chromosomes, puisqu'ils se séparent, vont aller chacun dans un pôle de la cellule, et à ce moment-là, le début de télophase va commencer, et on aura bien deux lots de chromosomes dans chaque pôle de cellules. La membrane, une espèce de membrane va commencer à se former, donc il va y avoir la télophase qui commence puis qui va se terminer relativement, hein, même si nos deux cellules ne s'individualisent pas tout de suite. On voit bien qu'il y a deux nouvelles cellules qui se sont formées, que l'on appelle des cellules filles, et qui ont chacune un chromosome homologue de chaque paire. Et puis, donc c'était là la première division que l'on peut appeler réductionnelle, parce qu'elles réduisent le nombre de paires de chromosomes. Puis on entre dans une deuxième division qui sera cette fois-ci équationnelle, qui ressemblera à la mitose, aux différentes étapes de la mitose, sauf que là on dira qu'on est en prophase numéro 2, puis on aura la métaphase numéro 2, donc les chromosomes se placent dans le plan équatorial, puis l'anaphase numéro 2, les chromatides de chaque chromosome homologue se séparent, donc on a deux bleus de chaque côté, deux rouges de chaque côté, deux verts de chaque côté, donc de chaque côté ça veut dire que les chromatides vont au pôle de la cellule, et puis on obtiendra en fait en fin de télophase 2, enfin en télophase 2 et fin de télophase 2, on obtiendra bien nos 4 cellules à N chromosomes homologues. Voilà. Donc on a bien compris
comment la méiose permettait le passage à l'haploïdie. Donc, on a bien compris que la méiose avait des différences fondamentales avec la mitose et que la méiose comportait 2 divisions cellulaires successives, réductionnelles et équationnelles, et qu'elle permettait de produire des cellules haploïdes à partir d'une cellule mère que l'on appelait diploïde. Donc on a bien vu quel phénomène se déroulait au cours de la méiose et qui permettait précisément le passage à l'haploïdie. Alors en notant au passage, mais nous en reparlerons plus tard, que la prophase numéro 1 était un mécanisme tout à fait important puisqu'il y avait formation de ce que l'on appelait des chiasmas. Alors, donc la méiose est une production de cellules haploïdes. Donc, nous avons vu qu'il y a différentes étapes de la méiose, qui est constituée de 2 divisions cellulaires successives. Bon, je vous répète un petit peu. Elle est précédée évidemment, comme toute division, d'une phase de réplication semi-conservative des chromosomes. Alors, au début de la méiose, chaque chromosome est double. Et au cours de la première division que vous allez noter 1, première division 1, il y a 4 étapes. Donc il y a les 4 phases qui correspondent à toute division cellulaire, mais il y a quand même des particularités importantes par rapport à la méiose. En prophase numéro 1, donc chaque chromosome va se rapprocher de son chromosome homologue, et les 2 chromosomes de chaque paire vont s'aligner dans le même sens et s'associer pour former donc, ce que l'on appelle des bivalents, à partir de figures un petit peu spéciales, où les chromatides vont s'enchevêtrer pour former ce que l'on appelle des chiasmas. Alors en métaphase numéro 2, eh bien, comme je vous ai dit, vous imaginez une orange, un plan équatorial, les paires de chromosomes homologues, donc les bivalents, qui formaient des chiasmas, mais les chiasmas vont se retirer, il va pouvoir y avoir échange de matériel. Donc ces paires de chromosomes vont se placer dans un plan équatorial, et chaque bivalent, au niveau de chaque bivalent, les centromères vont se placer de part et d'autre de ce plan équatorial, puis à un moment donné, chaque centromère va se trouver étiré de chaque côté grâce à des protéines. Il va y avoir un ensemble de des mécanismes de polymérisation, dépolymérisation de certaines protéines qui vont faire en sorte que les centromères vont se rapprocher des pôles de la cellule. On sera bien entendu ici en anaphase numéro 1. Les chromosomes doubles de chaque paire vont se séparer et migrer vers les pôles de la cellule et non pas les chromatides comme c'était le cas pour la mitose. Et ensuite, nous allons entrer en télophase numéro 1 et nous aurons bien nos 2 cellules haploïdes, 2 cellules filles haploïdes qui posséderont chacune N chromosomes doubles. Alors attention, il y a 2 N chromosomes, 2 N ADN en fait, puisqu'on a un chromosome qui possède encore ces 2 chromatides. Mais on a bien seulement N chromosomes doubles. Attention à ne pas se tromper. Donc, nos 2 cellules filles contiennent chacune un lot de chromosomes et les 2 chromosomes de chaque paire ont été séparés. Et la seconde division, donc, qui est notée division numéro 2, donc on dit division équationnelle, elle se déroule immédiatement à la suite de la première. Alors, il n'y a pas de synthèse d'ADN, évidemment, puisqu'on a déjà nos chromosomes qui sont doubles. Pas doubles, mais je veux dire qui ont 2 chromatines, donc 2 N ADN en fait. Donc N chromosomes, mais 2 N ADN. Et ensuite, suite à la division numéro 2, équationnelle, on aura bien nos cellules qui auront N chromosomes et N chromatides, N ADN en fait. Donc voilà. Donc on a bien la méiose. La méiose a bien modifié le karyotype. On a bien, dans la cellule diploïde, on a bien des paires de chromosomes, par exemple 23 paires de chromosomes dans l'espèce humaine, alors qu'à l'issue de la méiose, on a bien dans l'espèce humaine 23, alors non pas 23 paires de chromosomes, mais 23 chromosomes dans chaque gamète. Et ce qui fait qu'au cours de la fécondation, on aura bien 23 plus 23, on rétablira la diploïdie et on passera à une cellule œuf à 23 paires de chromosomes. Voilà, donc nous avons bien expliqué ces mécanismes de la méiose. Le cours est terminé. Merci.